Le sort de Dilma Rousseff se trouve désormais entre les mains du Sénat. Un vote à la majorité simple des sénateurs, 41 sur 81, prévu en mai, précisément le 11 mai, suffirait à prononcer la mise en accusation de la présidente brésilienne pour crime de responsabilité et à l'écarter du pouvoir pendant au maximum 6 mois en attendant le jugement final. Alors s'achemine-t-on vers une destitution de cette fille spirituelle d'Ignacio Lula da Silva, l'ancien président, grâce à qui le Brésil est devenu un géant d'Amérique latine? Dilma Rousseff a-t-elle encore les cartes nécessaires pour renverser la vapeur et éventuellement l'emporter sur ce qu'elle considère elle-même comme un coup d'État? Eh bien, voilà les deux questions que je poserai fondamentalement à mes deux invités dans ce nouveau numéro de Face à Face. Dimas Dikodo, journaliste, directeur de publication du quotidien privé togolais Forum de la Semaine. Dimas, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Et en face de Dimas, Rajoul Mohamedou de la rédaction politique de New World Info. Rajoul, merci également. Voilà. Après le vote des députés en faveur de sa destitution lors d'une séance historique dimanche soir, eh bien, la réaction de Dilma Rousseff ne s'est pas fait attendre. La présidente brésilienne s'est dite indignée tout en promettant qu'elle n'abandonnera pas son combat contre ce qu'elle appelle une profonde injustice. Le Sénat devra se prononcer au plus tard le 11 mai. Illustration sonore et visuelle avec Joyce Adiato. Au lendemain du vote crucial des députés brésiliens qui a ouvert la voie à une destitution de Dilma Rousseff dimanche, le Sénat brésilien a reçu le document de base lui permettant de se prononcer sur le sort final de la présidente de gauche brésilienne. J'avais déjà fait parvenir les documents avec 34 volumes, 12 040 pages. C'est ce qui vient d'être livré, c'est beaucoup. Je suis venu de manière formelle pour rendre visite au président du Sénat pour officialiser la remise du document et à partir de maintenant, celui qui conduit la procédure, c'est le Sénat. Accusée de maquillage des comptes publics en 2014, année de sa réélection, Dilma Rousseff, indignée, nie tout en bloc et dénonce une injustice de la part de ses accusateurs. Je sors de ceci avec une conscience tranquille, car j'ai pratiqué ces actes qui sont suivis par tous les autres présidents au pouvoir. Alors que la procédure de destitution entre dans sa phase finale au Sénat, Dilma Rousseff a réaffirmé sa détermination à gagner ce combat qui, selon elle, ne vient que de commencer. Ao contrário do que uns anunciaram, não começou o fim. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas le début de la fin. Nous sommes au début de la bataille. Une bataille qui sera très longue et lente. Malgré la tristesse que je ressens, j'ai assez de volonté, de force et de courage pour supporter cette injustice. J'ai de la force, de la volonté et du courage. Ceci ne me fera pas tomber. Je ne serai pas paralysé. Eu não vou me deixar paralisar por isso. D'ici le 11 mai prochain, il suffira d'un vote à la majorité simple des sénateurs pour que l'héritière politique de Lula soit formellement mise en accusation pour crime de responsabilité et écartée du pouvoir pendant 180 jours au maximum en attendant un verdict final. Merci à Joyce Adiato pour ces précisions. Rajoul, cela fait quand même plusieurs mois que le Brésil s'est empêtré dans cette crise politico-judiciaire dans laquelle se trouve, on va dire, Dilma Rousseff comme au centre du cyclone. Comment le Brésil en est-il arrivé là? Je pense que tout est parti du scandale en 2014 Petrobras qui a révélé des liaisons dangereuses entre le monde des affaires et le monde politique brésilien, notamment le Parti des travailleurs de Lula et de Dilma Rousseff au cœur de ce scandale-là. Il a été démontré que des entreprises de BTP, en complicité avec l'entreprise Petrobras, qui est le fleuron national du pétrole brésilien, reversaient des commissions à des partis politiques et cela a éclaboussé toute la scène politique brésilienne. Donc du coup, il y a eu des enquêtes qui ont été lancées à tort et à travers.
le président de la Chambre basse du Parlement, on vient de le voir, Eduardo Cunha, que ce soit le vice-président Michel Temer, beaucoup de personnalités politiques de premier plan se sont retrouvées empêtrées dans cette affaire. Également, Dilma Rousseff, elle a été éclaboussée par une autre affaire qui lui vaut aujourd'hui, en tout cas cette procédure de destitution qui est en cours, c'est qu'on la soupçonne d'avoir fait maquiller les comptes publics pour se faire réélire en 2014. En clair, Dilma Rousseff est accusée d'avoir été, disons, réélue sur, on va dire, une espèce de mensonge. Voilà, je pense que jusqu'à ce jour, la justice n'a pas établi qu'elle était au courant de ces maquillages de comptes-là. Très bien. Alors Dimas, c'est vrai qu'aujourd'hui, formellement, la justice n'a pas encore établi que Dilma Rousseff a elle-même ordonné le maquillage des comptes publics qui lui avait permis donc d'être réélu en 2014, après son premier mandat à la succession de Lula da Silva. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez, en votre qualité de journaliste togolais, africain, à vous expliquer cette crise-là dans laquelle se trouve le Brésil et au cœur de laquelle se trouve précisément Dilma Rousseff? Non, moi je pense que le camp Rousseff s'y est mal pris en défense parce que il n'a pas clairement dit que ce n'est pas nous ne sommes pas au courant et nous n'avons rien ordonné. Pas plus que ce matin, même si vous entendez la défense, c'est que écoutez, ce qui s'est fait, tout le monde le faisait. Alors, quand on dit que tout le monde le faisait, ça veut dire qu'on veut perpétuer l'erreur pour que ça devienne une réalité. Et donc, je pense que c'est là où la défense n'a pas tout à fait fonctionné. Parce que, en réalité, si vous voyez, comme l'a dit Rajou tout de suite, il n'y a pas une implication de Dilma Rousseff qui était démontrée. Et de l'autre côté, à contrario, ceux qui initient cette procédure contre Dilma Rousseff sont vus la mettre dans le sac, impliqués dans des corruptions, dans des actions personnelles, à titre personnel d'ailleurs, pas au nom d'une entité qu'il préside, à titre personnel, mais ils ne sont pas inquiétés. Oui, ils ne sont pas inquiétés. D'où le camp Dilma Rousseff parle rapidement d'un complot. Et moi aussi, je suis d'avis qu'on puisse voir plutôt un complot parce qu'on a vu un instrument démocratique constitutionnel entre les mains. On veut l'utiliser contre elle. Mais là où ça freine un tout petit peu, c'est la défection dans son propre camp. Oui, cette défection-là, nous en parlerons tout à l'heure. Et pour savoir aussi, cela ne va pas avoir des conséquences sur le sort de Dilma Rousseff au Sénat, où elle avait la majorité, mais aujourd'hui avec ces différentes défections, on verra bien ce que ça va donner au Sénat. Mais Rajoul, est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle Dilma Rousseff est victime d'un complot, sinon d'un coup d'État? Je pense qu'à ce stade, tous les arguments sont recevables. Il y a des éléments qui tendent à prouver les deux hypothèses, parce que dans l'hypothèse, d'abord, dans la première hypothèse, supposons que ce soit un coup d'État. Effectivement, il y a des gens, Dimas l'a dit, Temer, Cunha et plein d'autres, même le président du Sénat qui va bientôt se prononcer sur l'affaire, qui sont impliqués dans des scandales. Des scandales également. Pourquoi est-ce que des gens qui sont empêtrés, qui sont mis en examen pour certains, veulent faire la peau à une présidente qui, elle, n'est pas encore formellement inculpée dans une affaire. On lui reproche, le crime qui lui est reproché dans le droit brésilien, ça s'appelle le crime de responsabilité. Tout à fait. Donc, c'est dans le cadre de cette procédure qu'on est en train de vouloir la démettre, la destituer de son pouvoir. Donc, elle pourrait facilement expliquer à bon droit que c'est une tentative, en tout cas, ce sont des gens qui ont des messages, qui profitent de l'occasion. Voilà, elle n'a pas l'aura de Lula. Elle a commis des erreurs, assurément. C'est justement ce qui fait son problème. Le fait de s'être caché derrière l'aura de Lula pendant des années, on a vu pratiquement qu'elle a été imposée pratiquement par Lula au sein de son parti. Le choix au départ n'était pas Dilma Rousseff, mais c'est l'envergure de Lula qui a fait passer Dilma Rousseff. Et donc on voit qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui voudraient lui faire la peau et l'occasion est toute prêtée et puis vraiment on veut le jouer ça. Tu veux régler les comptes quoi. C'est un règlement de comptes.
Sinon, dans son propre cas, il n'y aura pas de pareille défection. Parce que oui, mais ce n'est pas son propre camp. Elle était à la tête d'une coalition. Je pense qu'à l'intérieur du Parti des travailleurs, du Parti travailliste, du Parti des travailleurs qu'il soutient, il n'y a pas de la coalition. La coalition, c'est son camp. On ne parle pas de son parti. Non, le jeu politique brésilien est trop fragmenté. Il y a beaucoup de petits partis qui ont beaucoup de fortes positions sur l'échiquier. Du coup, ça leur permet de monnayer des soutiens, d'avoir... Ouais, c'est ça qui crée même ces situations de rétrocommission, de versement et de comptes occultes dans la vie politique brésilienne. C'est le morcellement des acteurs politiques présents. Elle les a défiés. Elle a dit qu'elle n'a même pas un compte à l'extérieur, elle n'a rien. De prouver ce qu'on lui reprochait. On n'a pas pu... Mais au fond, la question que ça pose, c'est une question de légitimité. C'est-à-dire qu'elle a été portée au pouvoir. Elle l'a dit le 18 avril dernier que, voilà, j'ai été portée au pouvoir par 54 millions de Brésiliens. Elle qui a l'onction du suffrage universel, se retrouve par une chimie constitutionnelle, institutionnelle, en train de se voir démettre. Cette institution est prévue par les tests. C'est le législateur qui le prévoit. Et puis, tu peux être élu par des millions, mais la procédure d'impeachment. Merci. Il faut rappeler que Dilma Rousseff n'a jamais fait carrière en politique. Elle a de tout temps été une... Tout comme Lula. Tout comme Lula, voilà. Issue du milieu syndicaliste, ce qui lui a même valu la prison sous la dictature militaire au Brésil. Voilà, elle a aussi fait, elle avait fait sinon de l'indépendance de la justice brésilienne un cheval de bataille. Aujourd'hui, les juges brésiliens sont forts, tellement forts que finalement, j'ai envie de dire, si Rousseff elle-même n'est pas victime finalement de ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que ce qui a consisté pour elle à donner trop d'indépendance, ou du moins à lutter pour trop d'indépendance pour les juges. Est-ce que ce n'est pas ce qui se retourne contre elle aujourd'hui? Oui, c'est clair. Quand on donne trop d'indépendance à la justice, ça se retourne contre soi. Ça, c'est une réalité. À partir du moment... Est-ce qu'à ce moment-là, on doit regretter d'avoir fait en sorte que les juges soient trop indépendants au Brésil? Les tests l'ont prévu que ça soit ainsi, donc ça doit être ainsi. Le magistrat suprême, en quelque sorte, est fragilisé si les magistrats de base doivent faire réellement leur travail. Mais vous allez voir un simple juge qui va interpeller un chef d'État dans les pays où les juges ont cette marge de manœuvre. Oui, moi je pense sincèrement que pour l'équilibre des choses, les juges peuvent être libres pour faire leur travail à un niveau donné, pas pour pouvoir se démarquer complètement de l'action politique. Parce que toutes les autres institutions au sein de la République sont chapeautées par la présidence de la République. C'est exact. Et si on peut donner cette possibilité dans les tests à une autre institution de pouvoir facilement fragiliser le chef de l'État, je pense que là où il y a abus, là où un abus va se révéler, facilement les gens vont en utiliser pour pouvoir, ou bien une faille va se révéler, les gens vont en profiter pour en abuser. Et donc moi je pense que c'est une question de législation et fixer chacun dans son rang, dans son pôle. Je pense que la démocratie, c'est une vaste école. On essaie de construire au jour le jour. Les pères de la démocratie n'ont pas prévu beaucoup de choses que nous voyons actuellement. Et maintenant, la démocratie, elle est évolutive. Oui, voilà. Ces nouveaux concepts-là, on en prend pour faire, mais il faut réellement que, par la force des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir et non pas que le pouvoir comme le disait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser pour que... Pour poursuivre dans la lignée du raisonnement de Dimas, je voulais ajouter que la somme des trois pouvoirs, vous parliez de Montesquieu tout à l'heure, l'exécutif, le judiciaire et le législatif, la somme des trois pouvoirs doit être nulle. C'est-à-dire que ces pouvoirs se tiennent dans un jeu d'équilibre de la terreur. Et au Brésil, on se rend compte que les deux pouvoirs, c'est-à-dire le judiciaire et l'exécutif, le législatif se sont ligués contre l'exécutif. Forcément, l'exécutif doit se retrouver en position de faiblesse. Mais pourquoi est-ce que cela a été possible? Ça a été possible parce que le Brésil connaît des difficultés économiques majeures. Le pays est en récession, moins 4% de croissance. La dette publique qui explose. Elle n'arrive plus à tenir la machine économique brésilienne. Et elle est obligée de faire une politique de rigueur. C'est qui provoque quoi? Une rupture dans l'opinion publique. Les gens ne la suivent plus. Alors qu'on sait par exemple que Lula, quand il était au pouvoir, a sorti près de 20 millions de Brésiliens de la pauvreté.
Aujourd'hui, sous Rousseff, les Brésiliens sont en train de retourner Et quand Lula quittait le pouvoir en 2010, il partait avec une cote de popularité de 80%. Cette cote de popularité a été c'est trop fort. a connu quelques érosions avec l'affaire Petrobras. Très bien. Alors, mais est-ce qu'on doit dire aujourd'hui que Lula avait mis la barre tellement haut que finalement, Dilma Rousseff... c'est ça? Justement, c'est ce qui se passe. L'héritage, Lula était trop fort pour Dilma à supporter. Il faut en faire uniquement sans la conjoncture internationale. Or, malheureusement, ces événements ont fragilisé le pouvoir de Dilma Rousseff. Vous savez, c'est les événements qui font des chefs d'État, les grands ou les petits. Et quand le vent vous est très très défavorable, vous pouvez tout faire, vous ne pouvez pas naviguer contre le vent. Et c'est justement ce qui lui arrive. On quitte pratiquement un populisme, un populisme concrétisé d'ailleurs par des promesses et des réalisations sur le terrain, mais on vient devant une politique drastique pour pouvoir redresser les choses. Alors, les passes ne passent plus, les faveurs sont fermées, et les facilités qu'on avait au temps de Lula ne passent plus. Et tout, on trouve un bouc émissaire tout trouvé. Et c'est vite fait qu'on déverse tout sur. Mais le drame de la situation brésilienne, c'est qu'il n'y a pas d'alternative crédible à Dilma Rousseff. Si aujourd'hui Dilma Rousseff partait... Oui, là c'est une anticipation. On va parler dans cette émission. Mais en même temps que l'on soupçonne, est-ce qu'on est encore au stade des soupçons? Parce que les faits sont là, ils sont têtus. Mais en même temps qu'on pense que ce sont les juges et les opposants à Dilma Rousseff qui complotent contre elle, ce qu'elle appelle un coup d'État, est-ce que aussi on ne peut pas penser ou dire que ce sont les milieux d'affaires qui pourraient avoir cette influence sur la justice contre Dilma Rousseff qui pratique une politique un peu interventionniste dans les milieux d'affaires? Oui, c'est le cas. Elle est de gauche, très très marquée à gauche d'ailleurs. Donc elle est portée vers des politiques interventionnistes, vers des politiques redistributrices de richesses également. Donc ça ne peut pas faire du bien aux patrons. Quand on sort des gens de la pauvreté, c'est qu'on en prend dans les poches des patrons pour les sortir de la pauvreté. Donc aujourd'hui, avec une présidente qui est fragilisée, les milieux d'affaires, effectivement, sont sortis... les oligarques. Voilà, sont sortis, déclarés qu'ils étaient pour l'impeachment. Clairement, les patrons brésiliens sont pour l'impeachment. Oh, ils l'ont dit, hein? Oui, voilà, parce qu'ils veulent revoir au pouvoir un régime de droite qui mène des politiques pro-business, pro-entreprise, donc, alors que c'était des politiques sociales que la gauche menait. Ça s'explique. En même temps, dans l'opinion, vous allez voir qu'il y a deux groupes de manifestants à chaque fois. Qu'il y a un événement important, il y a des pros et des anti. Au fond, il y a une lutte de classe un peu entre ceux qui se sentent redevables à la gauche, qui les a sortis de la pauvreté malgré l'austérité, et ceux qui ont voté par exemple pour les partis de droite, des gens qui sont à droite de l'échiquier et qui ont du mal par rapport à ce gouvernement de gauche, qui trouvent une occasion rêvée pour dégager cette présidente-là qui mène une politique de gauche qui leur semble insupportable. Quand on en arrive à avoir des défections pêle-mêle, il faut savoir que c'est l'économique qui tient Alors dis-moi, on sait que cela fait quand même au moins 2 ans maintenant que le Brésil est embourbé dans cette spirale de crise, de manifestation, avec l'histoire qu'on connaît, avec les favelas, ces quartiers pauvres de Brésil, ces ghettos. Même avant l'organisation de la Coupe du Monde de football FIFA 2014, on a vu comment les Brésiliens étaient descendus dans les rues, à tel point qu'on se disait même qu'il y avait une menace qui planait au-dessus de la Coupe du Monde. Et même cette année 2016, il va y avoir les JO d'été au Brésil. Alors, on se dit, est-ce que ce n'est pas le parti travailleur au pouvoir depuis 2002 sous Lula da Silva et puis ensuite sous Dilma Rousseff qui est en train de voler en éclats? Non, je ne pense pas. Vous savez, il y a plusieurs manières d'arriver à bout d'un pouvoir ou d'un système politique qui est en place. Où on manipule la masse populaire, où on ne prend pas le sommet avec les hommes d'affaires qui arrivent à pousser des gens à faire des défections dans votre propre camp. Ici, je pense que le parti est pris en étau, mais je ne pense pas que ce parti peut voler en éclats. Non, je ne pense pas. C'est vrai que la coalition subit un coup sérieux, mais je pense qu'ils vont se relever. L'héritage Lula, effectivement, est très fort, mais je pense que dans ce camp
il y a quand même des gens capables de relever ce parti. Rajoul, le poids aujourd'hui du parti des travailleurs au Brésil, est-ce que ce parti qu'on a connu sous Lula da Silva, au pouvoir au Brésil depuis 2002 jusqu'en 2010, est-ce que c'est le même parti aujourd'hui? C'est le même parti, mais qui est un peu épuisé par ces 2 ans de crise dont vous parliez tout à l'heure. On se rend compte qu'au bout de 2 ans d'affaires, de scandales, le parti perd beaucoup de terrain politique parce que voilà, la situation économique, les promesses ne suivent pas. L'économie brésilienne, je l'ai dit tout à l'heure, elle est engluée dans une récession dont elle n'arrive pas à en sortir. Aujourd'hui, même si Dilma s'en va, on n'est pas sûr qu'on pourra relancer la machine. Donc, forcément, le parti, le PT, pâtit forcément de cette situation. D'ailleurs, vous allez l'observer dans le discours du 18 avril de Dilma Rousseff, elle s'est refusée d'organiser des élections anticipées. C'est parce que, certainement, qu'elle a peur que toute cette coagulation de colère, de tension sociale se manifeste dans les urnes par une défaite cinglante. D'accord. Alors, nous allons nous intéresser à un homme. Il s'appelle Michel Temer, le vice-président de Dilma Rousseff, qui donc est au pouvoir dans cette coalition, son parti, le PMDB. Et puis, par la trace, Michel Temer qui se retourne contre sa présidente. Est-ce que c'est une surprise ou c'était prévisible en politique? Non, ce n'est pas prévisible. C'est une surprise. Que des gens de ton propre camp se retournent comme cela contre toi, ça se passe en politique, mais on ne peut pas dire que c'est prévisible. C'est là où nous pouvons voir facilement la main des hommes d'affaires derrière l'opération. Parce que on n'attache pas le bœuf autour d'une herbe. Ça n'est pas possible. Hein? Voilà, c'est idiot. On attache le bœuf autour d'un tronc d'arbre. Tout à fait. Et un tronc d'arbre solide derrière. Voilà. Et donc, je pense sincèrement que quelque part, il y a de la manipulation. Parce que je ne pense pas que ceux qui posent ces actions, on peut nous évoquer les facilités, les dispositions démocratiques textuelles qui sont là, mais avant de mettre en application ces dispositions, tu dois être mu par quelque chose. Et ce qui est en train de le mouvoir actuellement au Brésil, c'est ce qu'il faut chercher à voir. Et donc, moi je pense que c'est l'establishment même brésilien qui est fragilisé par les dispositions drastiques que prend Dilma Rousseff pour pouvoir sortir le pays des difficultés économiques sur le plan qui frappe d'ailleurs le monde entier. Je pense que c'est cette disposition que cet establishment ne veut pas, que les hommes d'affaires de ce pays ne veulent pas. On veut se débarrasser d'un empêcheur de tourner en rond. Dilma Rousseff, au milieu de la tourmente, semble forte, solide, imperturbable et inébranlable. Elle n'a pas le choix. Nous sommes en politique. Et le dernier mot, Rajoul, revient au Sénat. Comment peut-on envisager la suite de cette procédure-là pour Dilma Rousseff? La suite, elle est connue. Les hypothèses sont déjà sur la table. C'est que en cas de vote en mai prochain, parce qu'elle promet de continuer la lutte, qu'elle n'abandonnera pas. Pour 180 jours, ouais. Ce qui est facile à avoir vu les rapports de force au niveau du Sénat. Michel Temer, votre ami, Michel Temer va se retrouver en position de président. Et il se suppute, il se dit. Il a même déjà préparé le discours. Ouais. Il a un vice-président. Il a même déjà préparé le discours, il a formé son gouvernement qui est en instance. Voilà, il y aura une redistribution des cartes. Eduardo Cunha, actuel président de la Chambre basse du Parlement, deviendra, comment vous appelez ça, vice-président. Donc, et il y aura une redistribution automatique. Ils vont réorganiser une majorité au niveau du Parlement, de la Chambre basse et au niveau du Sénat pour un objectif, c'est quoi? Obtenir les 2/3 à l'issue des 180 jours. En clair, Rajoul, vous semblez dire qu'aujourd'hui, au Brésil, la crise a franchi une frontière qui interdirait tout retour en arrière et qui ferait de Dilma Rousseff une présidente définitivement sur la sellette? Je pense que là, aujourd'hui, on est à la convergence de plusieurs crises. La crise économique d'abord, parce que la crise économique, elle vient d'où? C'est une conjoncture internationale, comme Dimas l'a dit. Le Brésil, c'est un pays exportateur qui exporte beaucoup de matières premières. Le ralentissement de l'activité au niveau international
fait que la demande est faible, donc le Brésil se retrouve avec des difficultés économiques. Bon, sur le terreau de ces difficultés économiques, les gens ont trouvé l'occasion pour porter un coup de grâce à une présidente affaiblie et faible dans les sondages qui, patatras, se retrouve impliquée dans des histoires de malversation. Maintenant, aujourd'hui, la crise politique également est en train de s'étendre. On le voit. Monsieur Temer n'est pas plus populaire que Dilma Rousseff. Il est encore moins populaire, pardon. Il est plus impopulaire que Dilma Rousseff. Et on va se retrouver avec un monsieur qui a combien, on va dire, une vingtaine ou une trentaine de % de cote de confiance à la tête du Brésil. C'est pas de nature à apporter la sérénité pour les milieux d'affaires dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il faut qu'il y ait la stabilité politique pour que les affaires prospèrent. Non, cette stabilité politique sera là. Vous savez, les hommes d'affaires fonctionnent comme des singes. Hein? Quand ils laissent une branche, c'est qu'elles sont déjà accrochées. Ils se sont déjà accrochés à une autre branche. Et donc, non, on peut imposer tout le monde pour le rendre populaire. C'est vrai que la base ne va pas suivre. Mais ce qu'on appelle politique, c'est ça. Est-ce que les milieux de décision sont d'accord sur ce qu'on est en train de faire? Si ces milieux de décision sont d'accord, ça passe. Alors aujourd'hui, vous avez un grand pays comme les États-Unis, c'est une boutade, mais c'est une réalité. Vous pensez qu'aux États-Unis, on élit les présidents? Bon, c'est une autre question à laquelle nous a... Alors, dans tout ça là, on dit tout le monde est impliqué aujourd'hui. Ils ne font pas un vote direct, une élection directe. Voilà, tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé. Il faut que les grands décideurs, parce que pour ces grands pays-là, la politique est trop importante qu'on puisse la laisser entre les mains de la masse. Voilà. Donc, il faut décider de celui qui peut incarner notre volonté à nous les décideurs, à ce moment. En ce moment précis. Alors, Dimas, dans tout ça, là, que devient finalement la démocratie brésilienne? La démocratie brésilienne tient bon, puisque c'est sur la base des tests que je ne partage pas cet avis. Justement, c'est sur la base. Est-ce que cette procédure d'impeachment est contre les tests qui fondent la République brésilienne? Oui, c'est vrai que la procédure de destitution, elle est prévue par la Constitution. Ouais. En cas de crime de responsabilité au sommet de l'État, il faut l'impeachment. Donc, cette procédure qui consiste à déchoir, à destituer un président, un chef d'État. Oui, la procédure, elle est légale, mais ceux qui sont en train de la conduire sont-ils plus légitimes que celles qui veulent destituer? Voilà la vraie question. Puisque effectivement, il y a une question où on dit tout le monde est pratiquement mouillé. Oui, parce que c'est pour ça que je dis la démocratie brésilienne ne va pas bien du tout. Quand on se rend compte que la présidente de la République brésilienne pourrait être accusée de crime de responsabilité, à avoir maquillé les comptes pour se faire élire. Donc ça veut dire qu'elle aurait été probablement élue sur un mensonge. En tout cas, le crime indique que ce n'est pas elle qui a commis le crime, mais le crime lui a profité pour être élu pour son second mandat. Le président de la Cour... le président du Parlement, M. Eduardo Cunha, également impliqué. L'autre président du Sénat impliqué. Et, ironie de l'histoire, parmi les parlementaires qui ont voté au niveau du Parlement pour l'impeachment, près de 60% d'entre eux ont été condamnés pour des délits qui sont de corruption, de prise d'intérêt. Quand même, c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. Mais ceux qui l'incarnent, non, je ne parle pas de comportements humains. C'est des comportements individuels. Ce sont les hommes qui incarnent le système. Le système démocratique brésilien. Oui. C'est vrai que c'est pas ça la démocratie, parce que la démocratie, c'est d'abord le respect des textes que le peuple et les dirigeants se sont donnés. Ouais. Mais en même temps, quand il arrive qu'au sommet de l'État, il y ait des gens, par exemple le Parlement, qui sont les élus du peuple, le Sénat, tout ce beau monde-là, et même les juges, quand il arrive que les hommes d'affaires se coalisent avec ce monde-là pour mettre à mal la démocratie, pour mettre à mal des personnes que le peuple a, à qui le peuple a, au suffrage universel, montrez-moi un seul pays démocratique. Est-ce qu'à ce moment, la démocratie n'est pas à mal, Dimas? Non, montrez-moi un seul pays démocratique au monde où on ne voit pas les mains des hommes d'affaires, de ces oligarques, des richissimes qui décident, qui font partie des décideurs de ce pays. C'est pas de ça que nous parlons. Vous voulez aller sur un terrain moraliste pour dire que non, parce que ici ça ne va pas, parce que... Non, je pose la question. Les tests sont là. À partir du moment où les tests sont là. Monsieur Dimas. À partir du moment où les tests sont là,
et que ceux qui sont là à faire marcher les tests sont là et veulent l'appliquer dans un sens bien donné, le problème ne se pose pas. Maintenant, on va vous dire que contre le président du Parlement je pense que le Brésil a sûrement un corpus. Le Brésil a sûrement un corpus législatif parmi. Alors, Dimas, pour vous. On va vous dire que c'est des soupçons. Pour résumer votre pensée, si je l'ai bien comprise, c'est que vous semblez dire que ce qui se passe au Brésil est un progrès démocratique, c'est ça? Progrès, non. C'est la vitalité même de la démocratie, c'est ça? Oui, je peux parler de vitalité démocratique, mais pas le progrès. Parce que tout ce qui est en train d'être appliqué actuellement est prévu par les tests brésiliens. Les tests qui régissent à partir de ce moment, c'est une vitalité. À partir de ce moment, le problème ne se pose pas. Quand on fait des choses en dehors des tests qu'on se donne, c'est là où la démocratie est mise en difficulté. Parce que la démocratie, c'est un contrat social qui est bâti sur des tests que l'on se donne. Que ce soit de mauvais tests, que ce soit des tests appliqués de façon malheureusement sélective, parce que si vous voyez un pays, par exemple, une grande démocratie comme la France, où vous allez voir un Sarkozy qui est dans un certain nombre de procédures judiciaires, mais qui va et qui sort, tu vas voir même François Hollande au pouvoir qui est cité dans un certain nombre de procédures, vous n'allez pas me dire que c'est parce que ce n'est pas dirigé contre X ou Y que la démocratie n'a pas de vitalité. À partir du moment où tout ce qui se passe là-bas se fait conformément aux tests de la République, maintenant, moi je pense que c'est la démocratie qui a sa vitalité. Je crois que vous êtes en train de faire une fixation sur le corpus législatif du pays. On est d'accord, c'est pas dans tous les pays qu'il y a des procédures d'impeachment, par exemple. Quand un président est élu, le seul étalon de sa légitimité, c'est le suffrage universel. Madame Rousseff a été élue avec 54 millions de Brésiliens, d'électeurs brésiliens. Pour un mandat de 4 ans, on la laisse faire son mandat de 4 ans et on n'en parle plus. C'est le cas en France. Non, alors que tu parles de tolérance, ça c'est pas la politique. Ce sont les hommes qui incarnent le système qui sont pourris. Je n'ai pas dit que les textes sont pourris, mais les hommes qui incarnent le système sont pourris. Je vous ai parlé du président de l'Assemblée, le président du Sénat, le vice-président qui va probablement succéder à Dilma Rousseff. Tout cela reste à l'étape de soupçon. 60% c'est des étapes de soupçon. Je crois que Dilma Rousseff elle l'a dit, elle a parlé de justice profonde, elle a parlé de transparency. C'est elle la victime. Monsieur Daniel, Transparency International, une ONG qui a pignon sur rue, a dit que près de 60% des parlementaires qui ont voté pour l'impeachment étaient eux-mêmes empêtrés, impliqués, pour certains condamnés. Transparency, malheureusement, des affaires ne travaille similaires. pas à la place de la législation ou bien de la justice brésilienne. Ce qui doit mettre en branle la démocratie brésilienne sont les Brésiliens. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on peut avoir. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que pour attirer l'attention, le remède qu'on est en train d'administrer de force au Brésil ne va pas tuer le malade? Non, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Très bien. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Quand on veut parce aller que sur quand on a un syndicat, une coalition de malfaiteurs, en tout cas de gens qui pour la plupart condamnés, qui s'arrangent dans un syndicat du crime pour dégager une présidence qui a été portée par le suffrage universel. C'est des points de vue. On est en droit de s'inquiéter pour la démocratie brésilienne. C'est le sentimentalisme. Pas du tout. On veut faire dans le sentiment. Mais en politique, ce n'est pas ça. Est-ce que les tests qu'on est en train d'être appliqués maintenant, respectent voilà, les tests que les Brésiliens Oui, mais vous êtes dans un formalisme, vous enfermez dans votre formalisme. Mais au fond, malheureusement, il y a deux mots. Vous êtes dans le légalisme. Vous êtes dans le légalisme et vous ignorez la légitimité. La démocratie, c'est le légalisme. En quoi sont-ils plus légitimes que Dilma Rousseff? Moi, je ne défends pas Dilma Rousseff, mais je remarque. Personne ne dit que la procédure d'impeachment doit être appliquée à quelqu'un d'illégitime. Les tests n'ont pas prévu ça. Les tests ont prévu que ceux qui ont violé un certain nombre, des chefs d'État qui ont violé un certain nombre de principes ou de tests. Donc ils sont coupables. Ils sont victimes de cette procédure. La question qui se pose aujourd'hui, ils sont la cible de cette procédure. Merci beaucoup. Maintenant,
quand Écoutez, il faut voir de légitimité, d'abord, pour savoir ce qui se passe au Brésil, il faut se poser la question à qui profite le crime. Merci Le crime beaucoup. profite aujourd'hui à 3 personnes. Alors, je vous ai compris, aujourd'hui, on parle de Michel Temer, le vice-président, qui qui va être le président par intérim en cas de destitution de la présidente Dilma Rousseff et Eduardo Cunha, l'actuel président de la Chambre basse. Tout cela, c'est des Brésiliens. Je n'en dis pas des Brésiliens. Donc le problème ne se Maintenant, pose pas. il se pose aussi un problème. C'est celui de la popularité, sinon de l'impopularité et de la discrétion. À ce niveau, on ne parle plus de popularité. Non, je voudrais que nous parlions du probable successeur de Dilma Rousseff. Oui, à ce niveau, on ne peut plus parler de popularité. Michel Temer, qui est impopulaire, on le sait. Alors, à ce niveau, on parle simplement de la légitimité. Ce que je dis, Dimas. Oui. Lorsque Michel Temer... Parce que s'il faut parler de popularité... Est-ce que je peux poser la question? Lorsque Michel Temer sera président, en remplacement de Dilma Rousseff en cas de destitution, est-ce qu'il pourra avoir les coups de franche? Parce que déjà... Comment on peut juger Monsieur Temer est cité dans Petrobras. Il est également cité dans une affaire de vente illégale d'éthanol. Il est cité, ça ne veut pas dire qu'il a été condamné dedans. Oui, mais des gens condamnés l'ont... Ça peut être vrai ou faux. Les gens condamnés l'ont voté. Ce que moi je voudrais dire, c'est que c'est les Brésiliens qui se sont donné une loi qu'ils sont en train d'appliquer. Merci beaucoup. Maintenant, je crois que le temps est contre nous. Nous allons rapidement... Quand on a un état d'âme, c'est autre chose. Très bien, merci Là, beaucoup. je peux l'exprimer moi aussi, parce que je peux dire que je peux supporter Dilma Rousseff. Mais est-ce que ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça viole les tests brésiliens? Merci, non. La question reste là. Ne se pose Ceci pas. nous amène donc... à ce niveau, il faut préciser, on ne parle plus de popularité, sinon on ira aux élections. Merci beaucoup. On parle de légitimité. Très bien. Celui qui le fait, est-ce qu'il a la légitimité nécessaire pour pouvoir le faire? La question se pose. Il le fait. Voilà. Nous allons maintenant aborder un deuxième sujet. Juste est légitime ce qui est conforme aux lois et aux tests. Un autre sujet de l'actualité, c'est les réconciliations intervenues entre Yahi Boni, messieurs. Merci beaucoup. Merci, je vous ai compris, messieurs. Cette réconciliation intervenue entre Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, et le nouveau Patrice Talon, c'est Alassane Ouattara, le président ivoirien qui était à la baguette pour réconcilier les deux amis d'hier devenus ennemis aujourd'hui. Et c'est Faure Gnassingbé, le président du Togo, qui aurait donc diligenté, on va dire, qui a initié cette démarche pour réconcilier les deux chefs d'État. Dimas. Si vous voyez les dispositions protocolaires là-bas, on va en parler très rapidement. Ouais, si vous voyez les dispositions protocolaires pour pouvoir accueillir les deux protagonistes, vous allez voir le drapeau togolais aux côtés du drapeau ivoirien. Ça veut dire que c'est Faure Gnassingbé qui les accueille sur un sol ivoirien, bien sûr, non? Bon, un sol ivoirien. À la résidence de Alassane Ouattara. Mais c'est Faure Gnassingbé qui les accueille, diplomatiquement parlant. Ce qui veut dire que quoi? C'est le doyen de ces chefs d'État qui, oui, bien sûr, et qui a essayé d'avoir quelqu'un qui a un poids économique important dans la sous-région, qui a quand même sa voix, qui porte à ses côtés pour pouvoir réconcilier les frères béninois. Vous voyez qu'il y a une récupération terrible au Bénin où les pro-Yahi pensent que c'est Patrick Talon qui a peur et qu'il veut se mettre à côté Yahi Boni pour pouvoir bien fonctionner, et d'autres qui pensent que c'est plutôt Yahi Boni qui a peur. Voilà. Mais moi, je ne vois pas quelqu'un qui est aux manettes, qui a les rênes du pouvoir, avoir peur de quelqu'un qui quitte le pouvoir. Qui a quitté le pouvoir, oui. Non. Donc, je pense que c'est Talon qui est aux manœuvres et qui a accepté à ce qui est récompensé, parce qu'il y a eu trop d'écarts de langage lors des campagnes, où Yahi Boni a tenu des propos orduriers envers il a franchi le Rubicon. Je pense que c'est très important quand même qu'on ait, surtout quand on voit Patrick Talon venir au pouvoir et prendre un certain nombre de dispositions qui remettaient en cause systématiquement les mesures prises au dernier moment de Boni. Attention, si on ne les arrête pas, cette démocratie serait fragilisée. Rajoul, on se rappelle qu'avant même de prêter serment et de devenir président officiellement de la République du Bénin, Patrice Talon a effectué sa première visite officielle au Togo chez Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit dire que Faure Gnassingbé, comme Dimas l'a dit, lui qui est le doyen de ces chefs d'État même Yahi Boni, Faure Gnassingbé est venu avant lui, Alassane Ouattara qui est venu en 2011,
et Patrice Talon qui n'est venu qu'en 2016, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé a quand même joué, ou sinon est en train de jouer un rôle prépondérant dans la réconciliation entre les deux présidents béninois, l'un, l'ancien, le nouveau, pour que la démocratie béninoise ne prenne pas un coup. Je pense que Faure Gnassingbé mène clairement une diplomatie assez discrète, mais qui semble porter ses fruits. Parce que la venue de Patrice Talon à Lomé quelques jours avant son investiture participait d'une volonté de Faure Gnassingbé de détendre l'atmosphère. Parce qu'avant cette investiture, il se disait sur les médias, des déclarations publiques ont été faites, disant que Boni Yayi pourrait faire défection, pourrait ne pas jouer le jeu en passant le témoin à son successeur. Donc il a fallu, dans un premier temps, éviter ce précédent fâcheux de l'histoire béninoise, c'est qui a été fait. Mais je pense que, non, ils se sont rencontrés, il lui a remis une Bible, ça a été bon enfant, il y a des photos qui ont circulé, c'était bien. D'aller jusqu'au voilà, c'était juste de façade. Il devait aller à l'investiture. Mais constitutionnellement, il n'était pas tenu d'y aller, il était à Cotonou plutôt, alors que les choses se passaient à Porto Novo. Donc, par la suite, je pense que M. Boni Yayi, il est allé, il a quitté ses fonctions, il tenait, il n'y a pas longtemps, des réunions au Nord pour remercier, soi-disant pour remercier ceux qui lui ont porté leur confiance, leur suffrage durant les 10 années qu'il a passé au pouvoir, et des mots également, à l'instar de ceux qui ont été prononcés pendant la campagne, sont sortis, des mots que vous avez qualifiés tout à l'heure d'orduriers. Donc, et il fallait à tout prix à un moment arrêter l'escalade. Merci beaucoup. Donc, Faure Gnassingbé, nécessairement... On va parler dans une autre émission. Mais Dimas, quand même, deux chefs d'État ou deux hommes d'État qui sont divisés si profondément qu'ils doivent être obligés de se porter peut-être dans un autre pays pour se réconcilier au vu du moment, on dirait à la face du monde. C'est quand même, ça frôle un peu le ridicule, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien de ridicule. La mésentente arrive, il faut entre trouver deux les chefs moyens. d'État qui vont... Il faut trouver les moyens pour pouvoir régler cela. Je vous dis que c'est Yayi Boni qui a été trop loin, s'attaquant directement à la personne de Talon, à sa femme, à son épouse et à sa famille. Je pense qu'il est parti trop loin. Quand on soupçonne une personne d'avoir voulu empoisonner, c'est pas évident qu'on soit du gentleman, élégant avec lui. Il faut être élégant. Quand on prend le micro, quand même. C'est pas tout le monde qui a cette force-là. Monsieur Yayi Boni a cette faiblesse-là. Il devait l'avoir. Oh, c'est pas évident. Une dizaine d'années au pouvoir, je pense que ça devait le forger et savoir que c'est une chose nationale, il faut savoir la maîtriser. Merci Sinon, beaucoup, le compresseur qui était parti là, on aurait pu écraser tout ce qui est Yayi. Et ce n'est pas bien pour la démocratie béninoise. Merci beaucoup, Dimas Dikodo. Je vous en prie. Directeur de publication du quotidien togolais Forum de la semaine, un journal qui sort depuis combien d'années déjà? Je crois 13 ans. Depuis 2004. 2004, donc 12 ans déjà. Oui. Ah ben bravo. Rajoul Mamadou, journaliste au service politique de New World Info, merci également d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. En tout cas, le débat il a été très houleux entre Rajoul et Dimas. Alors, la réconciliation entre Yayi Boni et l'actuel président Patrice Talon sous, on va dire, l'initiative de Faure Gnassingbé, sous l'égide de Faure Gnassingbé, le président du Togo, eh bien, cela fera certainement l'objet d'un autre débat que nous allons animer demain même sur New World Info. Merci de nous avoir suivis durant ces 40 dernières minutes. À très vite.